J'ai essayé de fédérer autour de moi, autour d'un projet, le site Bienvoyance, qui est un site de consultation en ligne, en visio-chat, qui est sur un principe d'adhésion, d'abonnement, et qui permet à chaque adhérent de pouvoir consulter quand régulièrement. Il le souhaite. Exactement. C'est une sorte de forfait, en fait. C'est une sorte de forfait, tout à fait. Oui. Et effectivement, c'est original. Je crois que je ne connaissais pas cette formule. Ça signifie qu'il y a des personnes qui, carrément, vous consultent une fois par semaine, par exemple. Il y a tout type de population. Vous avez, c'est vrai que quand un adhérent commence son adhésion, il a une envie de consulter de manière très fréquente, et puis ensuite... Ça se tasse. Ça se tasse, et puis ensuite, surtout, il vient avoir des éclairages, des renseignements concernant des questions qui concernent sa vie courante, en fait. Donc ça peut être carrément quotidien. Ça peut être quotidien, exactement. Donc on vous appelle, voilà, il y a l'abonné en X qui vous appelle. Exactement. Et il a une petite question à vous poser pour la journée en question. Pour la journée, pour un rendez-vous, oui. Pour quoi que ce soit, ou juste pour faire un coucou, parce que c'est vrai que moi je tiens à créer autour du site un environnement familial, convivial, et pas simplement de rapport entre voyants et consultants. Mais par exemple, pendant l'entretien que nous avons, est-ce que vous risquez d'être appelé par... Non. Il y a un système qui fait qu'on ne vous appellera pas? Ah, il y a un système qui fait que je ne serai pas appelé, puisque je me mets absent du temps de notre entretien. Et on peut avoir une idée du coût de ce forfait? C'est un forfait qui est à moins de 40 € par mois. Oui. Effectivement. Mais alors, on paye une fois pour l'année, on paye par mois? Non, vous avez plusieurs formules. C'est un système d'adhésion, d'abonnement que vous réglez mensuellement et vous l'interrompez quand vous le souhaitez. Oui, d'accord. Après, il y a d'autres formules. Vous pouvez vous abonner trimestriellement. Oui, donc je pense que pour ce prix-là, les gens veulent quand même, comment dire, en avoir pour leur argent, parce qu'ils vont quand même pas mal appeler. Tout à fait. Et puis, au moins, je dirais même 3 ou 4 fois par semaine, par mois. En tout cas. Oui, c'est un petit peu la fréquence que nous pouvons identifier. Mais ensuite, ça dépend également des questions et des périodes. Vous le savez aussi bien que moi, qu'il y a des périodes dans la vie qui sont beaucoup plus riches en événements et qui nécessitent plus d'éclairage. D'accord. Et alors, quand vous recevez ce genre de questions, vous faites vous-même un tirage, ou bien vous avez est-ce que vous êtes voyant, par exemple? Est-ce que vous avez, par exemple, simplement une intuition, une impression? Ou bien vous faites fortement... La personne vous voit en train de travailler, n'est-ce pas? C'est bien ça. Tout à fait, oui. Vous faites devant elle un tirage de tarot, par exemple, pour répondre à la question qui se pose. Alors là, j'ai vu sur la vidéo en question une dame qui se posait des questions sur son avenir financier, vous savez? Oui. Je crois que c'est Véronique qui s'appelait. D'accord. Mais là, effectivement, les réponses ne donnent pas de réponses. Enfin, l'issue n'est pas forcément immédiate, évidemment. Non, l'issue n'est pas immédiate. Bien sûr, ça peut être rapide, mais ça peut prendre plus de temps que l'on peut l'imaginer. Au demeurant, là, les vidéos dont vous parlez, sont liées, non pas au site, puisque c'est un site qui est ouvert uniquement aux adhérents. Vous ne pouvez pénétrer sur le site que si vous avez choisi une formule. Là, les vidéos dont vous parlez, c'est une émission que j'ai créée, qui est quotidienne, où là, tous les jours, à partir de 13h30, on peut venir me poser une question et j'y réponds de manière tout à fait gratuite. C'est sur Internet? C'est sur Internet, c'est sur un autre site que j'ai dédié à cette émission qui s'appelle émissiondevoyance.com et qui permet sur le même principe qu'une émission de télévision, de pouvoir poser sa question et d'être retenu ou pas pour que j'y réponde. Et ça s'est fait, effectivement, c'est une web TV, c'est en visio-chat, en direct en visio-chat. Une sorte de salon où les gens attendent et... Exactement, ils se connectent, tous les jours ils reçoivent, toujours sur un principe d'inscription qui est gratuite,
ils reçoivent quotidiennement un lien qui leur permet d'accéder à l'émission et de participer, d'assister, de poser leurs questions. Ils assistent donc à la consultation des autres. Tout à fait. C'est cela. Tout à fait. C'est une consultation en public, on peut dire. C'est une consultation en public, exactement. Il y a ceux qui sont retenus et ceux qui ne sont pas retenus, mais ça c'est un phénomène qui voilà, oui. puisque c'est une émission qui dure une grosse demi-heure, et je dirais que quotidiennement on a une centaine de connexions, ce qui veut dire qu'en une demi-heure je ne puis répondre à l'ensemble. Les gens vont chercher une fois cela, ils vont tenter leur chance la prochaine fois. Exactement. De toute façon, ils peuvent apprendre des choses de la consultation avec d'autres. Effectivement. Retrouver, enfin. Et puis ce qui est très sympathique, c'est qu'il y a un chat écrit qui est dédié à l'émission, et les gens peuvent échanger entre eux, et moi-même, avant chaque émission et après chaque émission, j'interviens sur le chat pour échanger, discuter avec eux, leur parler des arts divinatoires ou répondre à certaines interrogations, parce qu'il n'y a pas que de répondre à des questions matérielles, il y a aussi d'autres points qu'ils souhaitent aborder. Oui, je vois que c'est effectivement, je suis content de pouvoir vous compter parmi les personnes que nous avons interviewées, parce qu'effectivement, vous avez mis en place toute une ensemble de formules assez ingénieuses. Je reconnais. Je vous remercie. Autant que je puisse en juger. Alors, on va revenir un petit peu sur votre parcours personnel, puisque vous êtes à la fois organisateur, mais aussi vous-même praticien. Tout à fait. Alors, donc, vous avez, on peut dire, 3 cordes à votre arc, hein, c'est ça? Enfin, le tarot, la numérologie et l'astrologie. Oui. Alors, on va commencer par l'astrologie. Vous me dites que vous avez eu l'occasion, dans votre formation, de fréquenter ou de côtoyer certains groupes astrologiques ou certains astrologues. Oui. Est-ce qu'on peut savoir à peu près avec qui vous avez pu travailler ou être formé, quelles sont vos lectures Bien sûr. Qui je connais dans le monde astrologique, je connais quand même pas mal de personnes. Ça Voilà. peut aller aussi bien d'Anne Villiago en passant par Irène Andrieux et Martine Barbeau. À un moment donné de ma vie, j'ai travaillé pour une société qui s'appelle Auréas. Oui. Donc, d'ailleurs, je vous ai peut-être rencontré là-bas. Effectivement. On a dû se croiser au Cardinal de Moine. Exactement. Donc c'est vrai que de travailler, que ce soit avec Marie Mercier, Francis Santoni et Philippe Badénas, vous avez dû aller au salon d'astrologue. Exactement, dont Auréas était un des organisateurs. Et c'est vrai que j'ai, comment dirais-je, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Oui, maintenant je comprends. Après, c'est vrai qu'un de mes amis personnels dans ce monde est José González. Je sais pas si oui, je connais bien, des Pyrénées, oui, de Pau. Exactement. Jogistel. Exactement, qui a créé qui était co-organisateur à un moment donné aussi de ce salon. Tout à fait. Donc, si vous voulez, j'ai toujours un petit peu navigué dans ce monde astrologique. En effet, il n'y a pas de doute. Qu'est-ce qu'il est devenu, monsieur González? On n'entend plus beaucoup parler de lui. Écoutez, il va bien. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps au téléphone. Il est toujours sur les Pyrénées? Il est toujours à Pau. Il a toujours son logiciel. Il a d'ailleurs même créé un site qui est très intéressant. C'est l'occasion d'en parler. Exactement, qui est très intéressant parce que c'est un site qui s'adresse aussi bien aux béotiens qu'aux passionnés d'astrologie ou aux confirmés d'astrologie, puisqu'il a mis en ligne un système de logiciel astrologique qui permet d'avoir tous les calculs essentiels pour travailler. Ça va aussi bien du calcul du thème natal, de l'ARS, des directions secondaires, etc. Donc ça c'est très bonne chose, avec un accès à des interprétations. Et lui aussi a mis en place un système d'abonnement. Donc il a beaucoup plus pris le parti d'un développement web de son logiciel. Donc il n'y a pas de contact direct. Oui. Vous avez quand même un phénomène plus interactif, plus personnel. C'est un autre domaine. Mais vous avez vous-même été formé à l'informatique, forcément, en travaillant chez Auréas, ou bien vous aviez votre travail consistait en quoi? Mon travail chez Auréas consistait à
a appuyé Madame Mercier, qui Oui. était la directrice commerciale Ouais, d'Auréas. Et, Vous êtes à bonne école. Hein. et donc, en fait, de m'occuper de la partie commerciale, tout Oui, simplement, hein, la partie démonstration. Oui. Donc je n'ai pas de notion de développement informatique comme Francis Santini peut l'avoir, mais je sais utiliser un ordinateur, je sais utiliser les programmes, donc ça fait la relation entre nous. Voilà. Donc vous avez été attiré assez jeune par ces milieux, par ces domaines, je suppose. À partir de quel moment vous êtes entré dans cette... Vous êtes dit, je vais vraiment creuser ces domaines de la divination. À l'entrée de la vingtaine, je pense que voilà, c'est à ce moment-là que... Donc la moitié de ma vie, en fait, pour l'instant. Ah, d'accord, donc ça fait quand même... D'accord. Mais alors, donc on est dans les années 80, oui c'est ça, donc c'était au début des années 90. Exactement, ça, oui. À l'époque, justement, vous démarrez le fameux salon de l'astrologue, justement, d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. En 91, je crois, ou au Palais des Congrès. Je ne sais plus, mais effectivement, ça a dû coïncider. Oui, vous avez donc vécu à l'époque où, effectivement, il y avait ces rencontres, le salon d'astrologue, Grenoble. Exactement. Voilà, vous êtes un enfant de cette génération, vous êtes né dans ce contexte, donc vous n'avez pas bien connu ce qui s'est passé avant, en fin de compte, parce que vous n'étiez pas dans ce domaine. Donc les 20 années qui ont précédé sont moins familières. Oui. Entre 70 et 90, vous connaissez moins bien qu'entre 90 et 2010. C'est clair. Oui. Donc je dis ça parce qu'effectivement, bon, il y a tout un débat là-dessus de savoir s'il y a eu une amélioration à partir de 90, au contraire, s'il y a eu plutôt un déclin de l'astrologie ou du milieu astrologique. Ces 40 années, c'est très intéressant à les étudier. Alors vous avez été assez proche aussi donc de ce qu'on appelle l'astrologie karmique en fait. Exact. Puisque vous m'avez cité deux noms de personnes qui représentent bien cette mouvance. Exact. Mais vous-même, alors est-ce que vous avez l'occasion, une question un peu comme ça candide, vous avez l'occasion de faire des consultations longues, disons classiques avec les clients, ou bien c'est surtout des consultations non, assez courtes? Il y a tout type. Je fais effectivement des consultations, je dirais, de visu, oui. Et qui durent le temps qu'elles doivent voilà, durer. Ça, ouais. Hein, donc, où en amont, il y a une préparation qui est faite, aussi bien du thème numérologique que du thème astrologique. Oui, donc ça, vous êtes dans la consultation classique. Tout à fait. Vous recevez, etc. Bon. Et donc, mais en même temps, vous avez une autre formule qui est, disons, flash un peu, dans tous les sens du terme. Exactement. Le flash de voyance. En tout cas, le flash, c'est-à-dire que ça ne doit pas durer très longtemps, mais c'est efficace, c'est percutant. C'est différent, c'est une autre technique, c'est une autre approche qui ne répond pas aux mêmes besoins. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer, vous savez d'ailleurs qu'entre parenthèses, vous êtes au courant certainement que l'astrologie, les astrologues et les voyants n'ont pas de relation très évidente entre eux. Enfin, donc c'est-à-dire que beaucoup d'astrologues ne veulent pas s'appeler voyants, et ils se démarquent des voyants à tort ou à raison. Et d'ailleurs dans le milieu, vous avez remarqué d'ailleurs que dans les salons d'astrologues, on avait très peu accueilli de gens qui fréquentaient le milieu de la voyance. Enfin, c'était des milieux... Alors c'est pas du tout parapsy, c'est-à-dire qu'il y a un peu le monde parapsy, mais apparemment vous n'avez pas été victime de cette espèce de ségrégation, et vous n'avez pas... Je suis pas sûr... Enfin, ce sont deux mondes qui sont un petit peu différents, qui se côtoient, qui sont, je dirais, parallèles. Le mot voyant est un terme qui n'est pas très joli, hein, au demeurant, parce que voyant, ça veut pas dire grand-chose, que l'astrologie. Après, vous avez des gens, effectivement, qui n'ont pas besoin de support, ce qu'on appelle des médiums, et qui, eux, vous parlent, je dirais, de manière naturelle, en vous décrivant sur votre caractère, votre vie, etc. etc. Mais... Est-ce que vous faites la différence, monsieur Millet, est-ce que vous faites la différence entre le champ qui peut être couvert par l'astrologie et celui qui peut être couvert, par exemple, par le tarot ou par certaines formes de divination? Est-ce que ça correspond au même champ d'activité, au même champ d'études, qu'on fasse de la numérologie, du tarot ou de l'astrologie? Ou est-ce qu'on utilise les uns plutôt pour certaines questions, les autres pour d'autres questions? Je trouve que la numérologie et l'astrologie sont assez proches.
Oui. C'est-à-dire que si vous faites une étude numérologique et que vous comparez avec une étude astrologique, vous allez retrouver véritablement des interprétations identiques, Oui. que ce soit en termes de caractère, en termes de prévision. Après, je pense que, moi je sais que je me sens beaucoup plus à l'aise dans les prévisions, pas quotidiennes, mais je dirais sur du court terme avec la numérologie. Je trouve que l'astrologie nous donne vraiment des interprétations par les transits planétaires, et notamment des planètes lourdes, qui régissent plus des périodes de vie que du quotidien. Ensuite, les tarots, je les trouve... moi, je les associe également à l'astrologie, puisque j'utilise le principe des maisons astrologiques, la roue astrologique. Et là, on va associer aussi bien les cartes avec les maisons et les signes. Donc il y a une sorte de complémentarité, mais c'est vrai que les tarots sont tout à fait adaptés pour répondre à une question précise, quelle que soit sa nature, d'ordre professionnel, affectif, relationnel, de santé, enfin bref. Est-ce que vous ne pensez pas que justement, parfois l'astrologie, on a peut-être tiré un peu l'astrologie vers justement des domaines qui sont au-delà de ses compétences? Pour nous, c'est aussi le problème, parce qu'il y a l'astrologie telle qu'on la pratique, et puis l'astrologie telle qu'elle devrait être pratiquée. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément la même chose. Je veux dire par là qu'il est possible que l'on tire un peu l'astrologie dans des domaines qui ne lui conviennent pas. Vous pensez à quoi? Par exemple, je crois que autant il est clair, pour beaucoup d'astrologues, il est clair que l'astrologie n'est pas le tarot quand on regarde les moyens, les techniques, autant quand on voit les questions auxquelles les astrologues sont prêts à répondre, elles ne diffèrent pas forcément d'un support à l'autre, mais ça tient peut-être à une évolution de l'astrologie. Moi je pense par exemple à la planète Uranus. Oui. La planète Uranus, c'est une planète qui, à mon avis, tire l'astrologie vers des phénomènes de, je dirais, prévoir l'événement extraordinaire, le changement qui pourrait se produire tout d'un coup, côté soudain des choses. Donc ça apporte une sorte de rythme très, très particulier, Uranus, qui sort l'astrologie du domaine qui pourrait être le sien davantage de celui d'étudier des cycles, des phases, des choses qui reviennent, des périodes. Enfin bon, disons qu'on a branché, on a greffé sur l'astrologie. Vous savez qu'Uranus n'existe pas en astrologie depuis très longtemps. En fin de compte, il existe depuis 200 ans, mais enfin bon, même pas. Et le temps qu'on l'intègre en astrologie, ça nous ramène quand même à une période relativement tardive. Mais aujourd'hui, si vous voulez, dans les milieux, enfin, moi j'organise beaucoup de colloques et on a tendance à opposer Saturne et Uranus, si vous voulez, c'est-à-dire Saturne étant l'ordre normal des choses, le mouvement normal des choses, comme le jour qui suit la nuit, l'été qui suit l'hiver, enfin, des changements, mais des changements qui sont programmés, qui sont prévus. Et puis alors Uranus, en revanche, c'est l'imprévu, le quelque chose qui peut faire que ce qu'on voulait faire ne pourra pas se produire, que le projet pourrait ne pas aboutir. Et en fin de compte, quelque part, c'est bien ça aussi qu'on va voir chez le voyant. On lui dit, voilà, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire, est-ce que ça va aboutir, est-ce que ça va donner quelque chose, est-ce qu'il ne va pas y avoir un élément qui va perturber le fonctionnement ou le déroulement des choses. Bien sûr. Donc cet Uranus, c'est pour ça que je vous disais, cet Uranus, il amène l'astrologue sur les plates-bandes un petit peu du tarologue et du voyant, parce que justement il prévoit l'imprévisible en quelque sorte. Exactement. Mais je pense aussi une chose, c'est que il n'y a pas d'art divinatoire universel, que ce soit les tarots, l'astrologie ou la numérologie. Je pense que moi, ce que j'essaie de faire, et ce que je pratique au quotidien, c'est justement d'utiliser ces trois outils qui me sont donnés et qui me permettent, par un système en entonnoir, voilà,
Par recoupement. Exactement, par recoupement, de m'approcher Oui. le plus, on va dire, de l'événement qui arrivera ou qui n'arrivera pas. C'est pour ça que j'utilise ces trois systèmes, c'est qu'on a vraiment une complémentarité et puis une assurance, je dirais pas à 100%, mais une assurance que ce que l'on dit soit juste. Oui, parce que ça va être confirmé à plusieurs niveaux. Exactement. Oui, ça, oui. Mais oui, effectivement, bon, c'est vrai que cette idée de recoupement, de recroiser, c'est une idée qui est séduisante. En même temps, effectivement, on peut aussi, comment dirais-je, noyer le bon dans le mauvais ou le mauvais dans le bon. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, si vous avez plusieurs facteurs, s'il y en a un qui, enfin effectivement, ici, là aussi il y a des divisions entre les astrologues, hein, entre ceux qui ont plutôt tendance à se polariser sur un schéma précis et à s'y tenir, parce que ce schéma, ils l'ont validé, ils l'ont vérifié par différents moyens, et puis ceux qui, effectivement, multiplient les approches, les points de vue, les angles, les méthodes, pour voir si ça se recoupe. Justement, on parlait de numérologie, Martine Barbeau, je pense qu'elle vous a dû vous inspirer dans ce domaine-là, puisqu'elle a essayé de relier numérologie et astrologie. C'est vrai d'ailleurs, elle a écrit un livre oui. établissant les relations astronumérologiques. Oui, je comprends mieux quand vous dites que vous avez trouvé des recoupements entre l'astrologie et la numérologie, parce que vous avez une démarche effectivement qui consiste à chercher des recoupements, bien que véritablement l'astrologie et la numérologie n'aient pas du tout les mêmes fondements. Hein. Pas du tout, ça c'est clair. Oui, même si tous les deux travaillent sur la date de naissance, mais ils le font de manière totalement différente. Bien sûr, ils utilisent des outils différents, des approches. Alors c'est... Donc pour vous c'est complémentaire ou ça se recoupe? Parce que c'est pas tout à fait pareil. Parce que complémentaire, par exemple... Oui, je comprends. Complémentaire, ça veut dire je fais un truc et puis je vais voir si par ailleurs il n'y a pas un autre truc qui vient se greffer dessus. Bien sûr. Donc ça ne va pas se recouper, ça va se compléter. Ça va se compléter et se recouper. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, dans le sens complémentarité, c'est-à-dire que avec tel outil, on va plutôt retrouver tels éléments sur tel secteur de vie, et avec un autre, on va avoir ceci ou cela. Non, effectivement, par exemple sur le caractère, on va retrouver d'énormes similitudes. Mais il y a des facteurs qui, pour moi, seront beaucoup plus pertinents avec l'astrologie ou avec la numérologie. Oui, alors effectivement, c'est-à-dire que je fonctionne sur un principe de confirmation et d'affirmation ou de potentialité. Non, enfin, je veux dire, par exemple, imaginons que, par exemple, par l'astrologie, on puisse donner les grandes lignes d'un projet, et puis que par le tarot, on puisse voir ce qui pourrait éventuellement faire obstacle au projet. C'est-à-dire que l'astrologie ne serait pas là pour parler des obstacles, elle ne serait pas là pour parler du projet lui-même, et les obstacles, on les regarderait à travers d'autres moyens. Bien sûr, pourquoi pas. C'est un peu comme ça actuellement qu'on va. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la structure majeure, le projet dans sa grande ligne, et puis alors évidemment, toute personne qui s'est lancée dans un projet peut toujours se demander s'il ne va pas y avoir quelque chose qui va venir perturber le projet. Bon, alors à ce moment-là, l'astrologue, alors la question de savoir si, alors l'astrologie a aussi ses outils dans ce domaine-là, elle peut faire l'astrologie horaire, on peut utiliser certaines planètes qui sont là pour ça aussi. Parce qu'il y a des planètes qui ont plus vocation à nous parler justement de, comme je disais par rapport au propos d'Uranus, cet élément de perturbation. Voilà. Alors, je crois que vous distinguez aussi, là, dans notre discussion, qui ressort, c'est la différence entre, d'un côté, l'approche psychologique, bon, par exemple le caractère, etc., et puis l'approche événementielle, les dates, etc. Voyez-vous.
La numérologie, vous l'utilisez dans les deux sens. Vous l'utilisez aussi bien pour décrire le caractère que pour donner des dates ou des moments. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Vous pouvez nous expliquer un peu comme ces deux palettes, ces deux facettes de l'astrologie, de la numérologie, parce que souvent les astrologues ne comprennent pas très bien la dimension qu'on pourrait appeler numérologie, la numérologie psychologique. Qu'est-ce que ça apporte au niveau psychologique, la numérologie? Au niveau psychologie, je pense que ça apporte globalement les mêmes choses que l'astrologie, puisqu'on va retrouver les principaux traits de caractère. Oui, mais pas avec les mêmes... pas avec les mêmes éléments, bien sûr, puisque on n'utilise pas... Par exemple, si quelqu'un est bélier, enfin je ne vais pas prendre un exemple complètement basique, mais pour mieux comprendre, puisque j'ai la chance avec vous d'avoir quelqu'un qui travaille sur plusieurs registres, donc on va essayer d'en profiter. Donc quelqu'un qui a dans son thème tel et tel facteur, planète, signe, zodiacal, etc., normalement, ça va correspondre aux chiffres liés à son thème numérologique. Enfin, je ne sais pas, je sais pas si... oui, on va retrouver, mais effectivement, si on prend l'exemple du bélier, après il y a tout l'environnement planétaire qui démarre par l'ascendant, et puis ensuite les aspects entre les planètes, mais on va retrouver des points de convergence. Déjà, l'astrologie est elle-même tellement complexe qu'on pourrait toujours retrouver quelque chose. C'est vrai qu'on peut toujours relire un thème sous un angle qui fait que ça correspond davantage. Un astrologue qui a une bonne formation est capable, malgré tout, de faire après des convergences à peu près avec n'importe quel autre discours, je veux dire. Ce serait extraordinaire qu'on ne puisse pas voir dans un thème quelque chose qui s'apparenterait à telle et telle idée qu'on aurait trouvée par ailleurs. Mais de là, rechercher du fait que l'on soit bélier et qu'il y ait une correspondance en numérologie avec le bélier, je ne suis pas certain à 100%, ce sera une expression différente, ce sont des combinaisons différentes, mais c'est vrai que globalement, ce qui vous ressortirez évidemment des qualités, des défauts, des comportements similaires, que ce soit en astro ou en numéro. D'accord. Oui. C'est d'ailleurs rigolo de voir parce que ça permet vraiment de découvrir une réalité et que c'est quelque chose qui fonctionne. C'est pas. Alors tout à l'heure, je disais que vous êtes entré dans l'astrologie à une période, je dirais un petit peu de cristallisation, c'est-à-dire moins agité au niveau de la réflexion intellectuelle que les années 60-70, voyez-vous, qui étaient très mouvementées, avec les travaux de Gauquelin, de Nicolas, de Barbeau même sur les postes. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à une période qui était relativement plus calme, je dirais, d'une certaine manière, et qui également est très marquée aussi, en effet, comme dit, par l'astrologie karmique, qui n'était pas tellement développée avant. Donc vous appartenez à la génération d'une astrologie plus spiritualiste, et d'autre part d'une astrologie qui, au niveau de ses fondements, ne se pose plus trop de questions. Est-ce que je me trompe? C'est-à-dire qui considère que l'astrologie, on sait ce que c'est un savoir qui est bien connu, qui est bien établi, en tout cas dont les règles sont bien posées, et qui n'exige plus véritablement... c'est plus le moment que les astrologues se posent des tas de questions pour savoir si l'astrologie est fondée ou pas, si ceci est valable ou pas valable, etc. J'ai l'impression que vous appartenez à une période qu'on pourrait appeler, disons, un peu après la bataille, c'est-à-dire où il n'y a plus de questionnement majeur sur le bien fondé ou sur l'existence de telle et telle notion en astrologie. Est-ce que je me trompe, monsieur Millet? Je ne sais pas si vous vous trompez ou si vous avez raison. En tout cas, quel est votre rapport à l'astrologie au niveau donc je répète, ces deux questions qu'on se posait beaucoup dans les années 60-70, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses à changer, comment elle est fondée, qu'est-ce qui la caractérise, que ce soit par
au niveau des statistiques, au niveau de la reformulation de certaines notions. J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que pour vous, l'affaire est entendue, si vous voulez. L'affaire est entendue, c'est-à-dire que l'astrologie existe, elle marche, elle fonctionne, elle est établie depuis des siècles, et il faut la prendre. Ben, c'est parfaitement résumé. Non, mais je ne suis pas en train de dire mon point de vue. Je suis en train de plaider éventuellement le faux pour entendre le vrai. Est-ce que ça... Non, c'est intéressant parce qu'effectivement, je vous avouerai, comme vous l'avez pu remarquer d'ailleurs sur nos sites, on rencontre assez peu de jeunes astrologues. Hein. Donc, si vous voulez... C'est sûr que depuis justement les milieux des années 90, il y a quand même une grosse baisse de fréquentation du milieu astrologique. Et une baisse de recrutement. Oui. Donc vous appartenez à ces personnes qui ont effectivement rejoint les rangs de l'astrologie à la vingtaine. Oui, bien sûr. Et bien sûr, effectivement, je crois qu'il n'y en a pas énormément. On en a récemment interviewé un sur Future Vidéo qui s'appelle Adrien. Bon, mais je veux dire que ce sont des bêtes rares, on peut dire. Oui, c'est vrai qu'il y a un faible renouvellement. Je pense que désaffection des écoles d'astrologie. Oui. Et pourtant, il y a toujours un intérêt pour l'astrologie. Oui. Il y a un intérêt pour l'astrologie, mais il n'y a plus un intérêt pour les chercheurs, si vous voulez. C'est-à-dire qu'effectivement... Alors ça, au niveau des chercheurs, c'est vrai que, comme vous le disiez, entre Gauquelin, Barbeau, Nicolas, c'était... même dans les années 30, hein, après, qu'on n'apprécie pas leur... Les romans. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a plus l'idée d'apprendre, de prendre, que l'idée de réfléchir et d'approfondir, de creuser, de faire des recherches. Bon, c'est vrai qu'aussi on est dans un monde qui doit aller vite, donc on doit passer moins de temps à se poser et à réfléchir. Quoique par ailleurs, comme vous le savez très bien, on n'arrête pas de renouveler les outils, les appareils de téléphone. Enfin, on est dans un monde où les choses bougent beaucoup aussi. Bien sûr. Et alors justement, les gens, on leur invente un nouvel objet, ils vont l'apprendre en quelques mois. Voyez-vous, l'iPhone, enfin, je sais pas. Bien sûr, il y a peut-être... Donc les gens ont une capacité d'apprentissage, le public a une capacité d'apprentissage, de renouvellement qui est considérable. Mais je crois que vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est que vous dites qu'en quelques mois on change de matériel, on apprivoise un nouveau matériel. Quand vous devez apprendre l'astrologie, vous savez que globalement, vous en avez pour 5 ans. D'accord. Juste pour apprendre. Hein. D'accord. On apprend. Bon, on n'est pas en niveau d'être dans le savoir. Hein. Donc ça peut paraître long pour... Oui. Mais là, on touche à un sujet extrêmement intéressant. Vous-même, vous n'êtes pas enseignant dans ce domaine, apparemment, si? Non, en astrologie, non, pas du tout. Non, mais vous êtes assez formel sur ce point, quand même, sur la durée des études. C'est globalement la durée d'un cursus. Oui. Hein, vous-même, vous avez suivi ce genre de cursus ou vous êtes plutôt autodidacte? Pas du tout. J'ai pas suivi de cursus astrologique. Oui, voilà. Mais si vous prenez une des écoles phares qui était Agapé, vous aviez des cursus entre 3 et 5 ans. Hein, c'était un petit peu le... Est-ce que ça correspond à une réalité? Ça, c'est un problème. Non, la question n'est même pas de savoir si ça correspond à une réalité, mais c'est vrai que quand vous dites à quelqu'un, pour apprendre l'astrologie, il vous faut entre 3 et 5 ans, bon, on peut avoir envie de le faire. Mais il faudrait, je pense, l'idée ce n'est pas de former tous ceux qui viennent à devenir des astrologues professionnels et à pratiquer. Alors écoutez, là on arrive à des sujets qui méritent tout à fait réflexion, et vous me permettrez d'ailleurs de ne pas forcément être d'accord avec vous. Mais ça pose plusieurs questions. Alors une des questions qui me vient à l'esprit en discutant avec vous, et justement on en avait parlé avec Irène Andrieux il y a longtemps, c'était comment faut-il parler au client, c'est-à-dire quelle dose d'astrologie, en quelque sorte, je dois transmettre à mon client. Et beaucoup d'astrologues répondaient, mais il n'y a pas besoin de leur transmettre de l'astrologie, il faut leur parler le langage qu'ils comprennent. Là, il y a déjà deux écoles. Alors vous avez raison,
si l'astrologie est quelque chose de si compliqué que cela, comment pourrait-on passer du temps de la consultation à expliquer l'astrologie? Je pense pas que l'astrologie soit si compliquée que ça. Non, mais Enfin, je cite. Je cite. Moi, pour moi, c'est pas plus compliqué qu'une autre technique. Non, mais vous dites vous-même qu'on peut pas. Il faut du temps. Vous avez dit vous-même qu'il faut du temps pour que les gens comprennent. Ben, il faut. Ben, premièrement, il faut du temps. Non, ce que je disais, c'est que aujourd'hui, si vous voulez apprendre l'astrologie, vous entrez dans un cursus qui est long. Bon, d'accord. On reviendra là-dessus. Ouais. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour moi, il faut, si vous prenez un cours d'astrologie, il faut parler astrologie. Oui. Mais si c'est une consultation d'astrologie. Ah, vous me parlez en consultation? Oui, je parlais de la consultation. Ah, pardon, je pensais qu'on était... Non, oui, ça c'est clair, effectivement. Si c'est un cours d'astrologie, on peut parler d'astrologie, ça me paraît normal. Par contre, dans la consultation, c'était la dose d'astrologie que je pouvais transmettre au moment où je fais ma consultation. Quand vous dites la dose, c'est par exemple, vous voyez en ce moment vous avez un transit de Jupiter sur votre Soleil. Voilà, j'explique avec les techniques. Voilà. Il y a des astrologues qui considèrent qu'il faut effectivement préciser ces idées-là, comment on travaille, qu'est-ce qu'on prend en considération. Et donc il se dit, mais ça à quoi bon? De toute façon, le client ne comprend pas exactement ce qu'on lui dit, et puis de toute façon, ça ne change rien. Non, je pense qu'il faut... Ou même par exemple dans une consultation, il vous arrivera de dire où actuellement Saturne est à tel endroit qui fait que... Par exemple, après vous pouvez, rien n'empêche d'utiliser quelques mots-clés pour identifier une planète et que la personne va comprendre. Après qu'elle ne sache pas toute l'ampleur que peut avoir Saturne ou Jupiter dans un thème, là, effectivement, ça ne présente pas un intérêt capital, mais c'est presque un automatisme, sans baser toute sa consultation sur une terminologie astrologique, à des moments clés, de dire, voilà, c'est sûr qu'un transit Jupiter sur le Soleil, et si en plus le Soleil est bien aspecté, représente quand même un passage important. Oui. Hein, pour vous résumer, effectivement, on est en plein dans le sujet. C'est vrai qu'il y a une lourdeur, à vous entendre, il y a une lourdeur du savoir astrologique, n'est-ce pas? Il faut du temps pour le maîtriser, pour en comprendre les cheminements, les méandres, la complexité, qui fait que l'astrologue ne peut tout au plus que donner quelques éclairages, quelques éléments de son savoir, qui viennent appuyer ce qu'il dit, mais sans plus, effectivement. Oui. Alors qu'en revanche, pour vous, ça vous paraît normal, mais en revanche, par exemple, si on prend quelle est la culture que le public a de l'astrologie? Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il connaît à peu près? C'est les 12 signes, effectivement. Oui, les 12 signes. Voilà. Donc là, il comprend à peu près de quoi on parle. Enfin, il comprend à peu près. Il sait à peu près, il s'y retrouve à peu près. Bon. Mais dès qu'on parle de prévision, notamment, il ne sait pas du tout. Enfin, il ne connaît pas les techniques, il ne sait pas comment ça se passe, il ne comprend pas le modus operandi. C'est un langage. Oui. C'est sûr que si vous dites, vous avez votre soleil progressé rentre en Capricorne. S'il ne connaît pas la notion de progression. Bon. Mais si vous voulez, ça vient confirmer un peu ce que je disais d'ailleurs, c'est que vous n'envisagez pas que l'astrologie puisse évoluer pour être justement beaucoup plus accessible. Pour vous, l'astrologie, elle est là, elle doit s'apprendre. Vous n'êtes pas dans une démarche consistant à dire mais il y a beaucoup de choses qu'on a rajoutées en astrologie, qui sont inutiles, elle ferait bien de suivre un régime amaigrissant, de se mettre au régime. Elle n'est pas un peu pléthorique par hasard, etc. Il y a aussi cette question-là. Il n'est pas certain que... Et pour ça, je me disais, prenez l'exemple justement de le public, il a une capacité d'apprentissage. Les outils qu'il utilise, il faut dire les choses comme elles sont, il arrive, même s'il ne connaît pas le mode de fabrication de ces outils, il arrive à comprendre quand même très rapidement comment on s'en sert. Et il s'en sert lui-même, il n'y a pas besoin de quelqu'un d'autre pour s'en servir. Quand moi j'utilise mon ordinateur, je ne demande pas à quelqu'un de le faire à ma place. Ouais. Ce qui pose d'ailleurs le problème de l'astrologue lui-même, comprenez? Pourquoi, si l'astrologie était si accessible que ça, aurait-on encore besoin des astrologues? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer? Certes, mais tout est apprentissage. Si on pousse les choses jusqu'au terme, on pourrait imaginer que grâce à l'informatique, qui existe quand même dans le milieu astrologique depuis 68, depuis Astroflash, ça fait déjà quand même un demi-siècle, en tout cas une quarantaine d'années,
on aurait pu imaginer qu'on arrive à un stade, et grâce aux calculettes et autres appareils vendus par Aureas et par d'autres, on aurait pu imaginer que, sur le mode un peu des biorhythmes, on aurait pu imaginer que l'astrologie soit devenue un outil que les gens eux-mêmes pourraient utiliser, au fond, qui sans passer par l'astrologue. Et pourquoi ça ne s'est pas produit? C'est la question qui se pose. Pourquoi n'en est-on pas arrivé à ce stade où... parce que moi je me souviens, il y avait une mode des biorhythmes, si vous avez connu. Ouais. Les gens avaient leur petit appareil et ils disaient, tiens, actuellement... Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Donc en fait, ça c'était un truc qui s'était... Les gens c'était complètement démocratisé, si vous voulez. Les gens savaient qu'à tel moment, ils avaient la courbe machin qui était plus forte, plus faible. C'était facile à programmer. C'est ce décalage qui m'inquiète, voyez-vous, monsieur Millet, entre l'essor technologique qui va vers une grande simplification au niveau de l'utilisation, ce qui ne veut pas dire forcément d'ailleurs qu'utiliser un ordinateur soit facile. Non. Mais les gens sont de plus en plus capables de faire des choses difficiles. Oui, parce que derrière, il y a eu un enseignement, il y a eu un apprentissage. Oui, mais bon, ils n'ont pas mis 5 ans pour apprendre à utiliser un nouvel ordinateur ou un nouvel appareil de téléphone. Pour en revenir à ce chiffrage-là de tout à l'heure, de même que pour apprendre à jouer aux échecs, il faut pas, on peut effectivement peut-être des siècles pour devenir un très bon joueur d'échecs, mais enfin les règles du jeu sont relativement simples, etc. Donc il y a cette question-là qui... C'est intéressant parce que, voyez-vous, moi ce qui m'intéresse c'est justement le problème de l'âge, ça me préoccupe aussi, savoir comment aujourd'hui quelqu'un qui a commencé en astrologie en 90, comment il a reçu l'astrologie, comment il l'aperçoit. Effectivement, on pourrait imaginer une jeune génération qui au contraire aurait justement ce que je viens de dire, cette démarche consistant à dire simplifions l'astrologie, apprenons-la en quelques jours, utilisons des outils qui nous servent à avancer, etc. Donc, et vous restez à ce discours qui est finalement ce venu de l'Agapé, mais l'Agapé, elle n'a pas été fondée par des jeunes. Je veux dire, c'est une vision. L'idée que l'astrologie, il faut des années pour l'apprendre, c'est pas nouveau. C'est une vieille idée qui traîne déjà depuis très longtemps. Donc, c'est pas. Moi, j'appartiens plutôt à une école opposée à celle-là, qui considère que globalement, il faudrait peut-être simplifier, alléger considérablement l'astrologie, et en même temps, lors de la consultation, avoir quasiment la possibilité d'expliquer le système dont on se sert de A jusqu'à Z, voyez-vous. C'est-à-dire un système évidemment qui serait simplifié. C'est un peu un cercle vicieux. Si vous complexifiez, ça devient incommunicable. Si vous simplifiez, ça devient communiquer. Donc effectivement, on ne peut pas communiquer dans la complexité. Mais voilà, donc effectivement, il y a actuellement des enjeux de ce genre. Le public aussi peut changer d'avis. Parce que là aussi, il y a une espèce de... On parle du principe que le public est habitué à une certaine astrologie et que si on lui propose autre chose, il va être complètement dépaysé, déconcerté. Là, je crois au contraire que le public est capable de passer à d'autres modes de fonctionnement, à d'autres modes d'orientation. Et que cette idée de croire que les gens sont figés sur un certain produit et qu'on ne peut pas modifier ce produit, idée qui est souvent répandue d'ailleurs, je crois que c'est une idée qui est révolue. Mais c'est vrai qu'en astrologie, ça ne s'est pas produit. Que le produit, vous savez comme moi, que le produit qu'on voit actuellement dans les journaux, il existe déjà depuis les années 30. Donc, on ne peut pas dire qu'on a beaucoup renouvelé. Alors, vous parlez tout à l'heure du renouvellement des astrologues, mais alors l'astrologie elle-même, malgré les tentatives qu'on a citées tout à l'heure, elle s'est peu renouvelée, en tout cas au niveau du public. Au niveau du public, oui, elle ne s'est pas renouvelée. Elle ne s'est pas renouvelée. Et moi, je connais il y a des gens qui s'intéressent à son renouvellement et notamment à son amérissement, son allègement, pour en faire quelque chose. Et en même temps, si vous voulez, le paradoxe dans notre conversation, c'est qu'effectivement, au contraire, accorder beaucoup plus d'importance aux autres sciences que l'astrologie. C'est-à-dire l'astrologie aurait un champ qui serait relativement limité, mais quitte à compléter par la numérologie, par le tarot, etc.
c'est ça le problème, voyez-vous. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on peut tout à fait imaginer, pour revenir sur cette constellation de pratiques que vous avez, que précisément, ça permettrait à l'astrologie de mieux se centrer, voyez-vous. C'est-à-dire, voilà, on fait de l'astrologie, elle a ses limites, mais on complète par le tarot ou par la numérologie. Et non pas de dire l'astrologie, il faut des années pour l'apprendre, et donc par définition, puisqu'il faut des années pour l'apprendre, c'est-à-dire qu'elle va couvrir un champ très large de problèmes, de questions, et à partir de ce moment-là, elle se suffirait à elle-même. Enfin, bien, on pourrait entrer dans une logique de ce genre. Votre démarche irait plutôt dans une logique de ce que j'appelle tout à l'heure la complémentarité. C'est-à-dire, l'astrologie, bon, c'est quelque chose qui a son champ d'action, qui va définir des grandes choses, des grandes forces, et les autres disciplines ne vont pas forcément recouper, à moins que le mot recouper, vous savez que le mot recouper, moi je me méfie beaucoup des mots, parce que recouper, ça veut dire deux sens différents. Recouper, ça veut dire la même chose, ou au contraire, ça veut dire apporter un élément qui va modifier l'idée qu'on se fait. Et donc, c'est pour ça que je me méfie beaucoup de ce genre de... On peut le prendre dans tous les sens. Voilà, c'est pour ça que je dis, c'est ça qui fait le charme et un peu l'ambiguïté de la constellation, c'est que les gens emploient des mots qui peuvent vouloir dire des choses complètement opposées. Parce que entre deux choses qui se complètent et qui se recoupent, et deux choses qui se recoupent parce qu'elles redisent la même chose, c'est pas du tout pareil. C'est vrai. Hein. Mais donc, ça se recoupe. Oui. Donc, l'interdisciplinarité que vous pratiquez favoriserait logiquement, précisément, une forme de recentrage de l'astrologie sur sa véritable vocation et précisément de faire appel à d'autres savoirs parce que justement l'astrologie cesserait de s'occuper de ce qui ne la regarde pas. Oui, en même temps, vous avez des astrologues qui sont tout à fait compétents et qui sont de bons astrologues et qui n'utilisent que l'astrologie. Oui, non mais je suis bien d'accord, c'est pour ça que je disais, mais c'est pour ça que c'est un autre profil. C'est un autre profil. C'est un autre profil, c'est-à-dire que ou bien, effectivement, on fait de l'astrologie à 100% et on tire tout de l'astrologie, et donc on la tire forcément aussi vers des formes de voyance ou des formes de divination, ou bien alors on limite le champ de l'astrologie de façon très stricte, et alors là, en contraire, on peut faire appel à d'autres disciplines divinatoires, l'astrologie n'étant pas proprement divinatoire. Parce que la divination, qu'est-ce que c'est que la divination? C'est la possibilité d'entrer dans la particularité des choses, la particularité des gens, la particularité des événements, alors que l'astrologie, elle serait plus dans le général, si on peut dire. C'est-à-dire que, par exemple, si j'achète une voiture, je peux aller voir un garagiste pour voir si elle est en état, mais pour savoir si je fais un accident, je vais plutôt aller voir un voyant. Donc, il y a un certain moment où on se dit, non, elle ne va pas demander à un garagiste de savoir si je vais avoir un accident dans l'année. C'est sûr. Bon. Donc, le garagiste, il fait son boulot. Maintenant, si le garagiste veut avoir dans son équipe un voyant, il peut avoir un voyant qui va lui dire écoutez, je vais vous envoyer au voyant. N'achetez pas la voiture, voilà. Vous allez avoir un accident. C'est ça. Voilà. Mais chacun fait son boulot. Je crois que c'est pour ça que le garagiste n'a pas de voyant avec lui. On pourrait imaginer, c'est une idée qui me vient comme ça, on pourrait imaginer des structures très sérieuses qui à un moment donné disent bon, écoutez, il y a quand même un élément aléatoire qui peut se produire. Sur lequel je n'ai pas de compétences, mais j'ai un bureau à côté qui s'occupe de cette dimension-là. Donc pour compléter le dossier, on va regarder cet élément, j'appellerais conjoncturel plutôt que structurel. Et donc ça peut être pour un avocat, ça peut être pour n'importe quoi. Hein. Bien sûr. Voilà, on a préparé le dossier, tout est en place, mais on va quand même aller consulter un tel pour savoir s'il n'y aurait pas un truc complètement imprévisible, complètement invraisemblable, qui ne pourrait pas venir... perturber le projet qui est en cours, voyez-vous. Oui, pourquoi pas. Non, mais je crois que cette complémentarité est raisonnable. Mais l'astrologie est aussi événementielle, et aussi oui, mais c'est pour une étude de caractère. Non, je ne dis pas le contraire, ça existe. Ça fait partie de l'astrologie. Mais c'est pas parce que ça fait partie de l'astrologie que c'est l'astrologie. Non, c'est quelque chose qui en fait partie. C'est-à-dire que c'est entré dans son champ. Mais la question de savoir si c'est une bonne chose ou pas.
Moi, je veux dire, c'est-à-dire que quand vous allez voir un astrologue, je ne suis pas sûr que vous alliez voir un astrologue pour qu'il vous explique comment comment est votre tempérament, comment est votre caractère. Ah non. Un consultant va venir pour avoir des réponses à ces questions et pour savoir ce qui va lui arriver. Alors là, écoutez, je suis bien d'accord avec vous, l'astrologue n'a pas du tout à se priver de faire des prévisions. Bien sûr, c'est clair. Mais les prévisions de l'astrologie ne sont pas forcément de même nature que les prévisions du tarologue ou du numérologue, voyez-vous. Donc c'est pas que je suis pas en train de dire soyons astropsychologues, moi je suis pas fais pas partie de ce groupe-là de gens qui disent arrête, ne faisons pas de prévisions, etc. Non, non, je me suis fait mal comprendre. Je suis en train de dire qu'il y a un certain mode de prévision parlant de choses qui ont une sorte de régularité cyclique normale que l'astrologie peut faire. Maintenant, par-delà, avec des hauts et des bas, bon, mais qui appartiennent à une régularité cyclique relativement précise. Bien sûr. Et puis, alors, il y a des éléments qui viennent se rajouter à ça. Et ces éléments qui viennent se rajouter, relèvent-ils ou non de l'astrologie? C'est ça la question. De même que vous savez qu'il y a, par exemple, l'école, il y a aussi beaucoup d'astrologues qui sont bien conscients que tout n'est pas dans l'astrologie. Donc, ils vont tenir compte d'autres facteurs, de toute manière. Pas forcément divinatoires, d'autres facteurs, je sais pas, n'importe quoi, des événements politiques qui peuvent se produire. Enfin, bon. Je veux dire que beaucoup d'astrologues ne font pas que de l'astrologie ou ne pensent pas que tout est dans l'astrologie. Mais c'est vrai que plus, comme vous dites vous-même, plus on se spécialise dans la seule astrologie et plus on a passé du temps à apprendre l'astrologie, et plus on a tendance à croire que tout passe par l'astrologie, c'est clair, et que tout se retrouve dans l'astrologie. C'est un peu la démarche. Est-ce que je peux vous poser une question un peu indiscrète, si on peut dire? Est-ce que vous avez suivi, avant de faire de l'astrologie, ou en même temps que vous faisiez l'astrologie, est-ce que vous avez suivi d'autres cursus? Je ne sais pas, est-ce que vous avez suivi une formation en philosophie, en histoire, en langue, en quoi que ce soit? Enfin, je veux dire, est-ce que, en quelque sorte, l'astrologie a été, en quelque sorte, le domaine sur lequel on est en train de discuter là, c'est vraiment votre formation de base, en fin de compte. C'est ça c'est dans ce domaine-là que vous avez fait vos études, en quelque sorte, si on peut dire. En quelque sorte. Non, j'exagère un petit peu. Mais je veux dire, je veux pas faire de voyance, mais on peut dire que de certaine manière, vous avez fait vos classes dans ce domaine-là. Oui, ça n'a pas été associé à d'autres études complémentaires. Voilà, c'est ça. C'est ça qui me paraît ressortir de notre discussion, parce qu'effectivement, c'est vrai que je trouve ça très, très intéressant, cette discussion d'ailleurs, parce qu'effectivement, si on prend le mot astrologie, on tourne un peu en rond. Parce qu'il y a l'astrologie telle qu'elle est, et l'astrologie telle qu'elle devrait être. Donc, effectivement, si je vous dis l'astrologue devrait faire ceci ou cela, vous allez dire oui, mais dans les faits, il peut faire autre chose. Ou dans les faits, on lui demande autre chose. Donc il faut arriver à prendre du recul entre, d'un côté, ce qu'est l'astrologie aujourd'hui, ce qu'elle est devenue, ce qu'on en a fait, ce qu'on en pense, et ce qu'elle pourrait être. Alors cette gymnastique qui consiste à distinguer entre ce qu'elle est et ce qu'elle pourrait être, c'est peut-être pas une gymnastique évidente. Mais pour beaucoup de chercheurs, c'est bien là le problème. C'est-à-dire que ce qu'elle est devenue ou ce qu'on en pense, c'est pas le problème à la limite, voyez-vous. C'est ce qu'elle devrait être et ce qu'elle aurait pu être. C'est pas ce qu'elle est devenue. Donc pour vous, on a l'impression que ces deux branches n'en font qu'une. C'est-à-dire qu'elle est devenue ce qu'elle devait être. Ou elle est devenue, ce qu'elle est devenue, c'est ce qu'elle est. Voyez-vous. Oui. Et alors qu'en réalité, dans les colloques, dans les discussions qu'on a, c'est une question qui reste ouverte. C'est-à-dire, bon, c'est pas parce que l'astrologie est devenue ça, qu'on en a fait ça, que c'est qu'il faut s'y conformer. On peut très bien réagir contre cette évolution qu'a subie l'astrologie, voyez-vous, Christophe. Oui. Hein? Très bien, Jacques. Mais effectivement, on pourrait dire, bon, ben, l'astrologie, c'est l'astrologie. Voilà, l'astrologie, c'est l'astrologie. On l'apprend comme ça, c'est ce qu'on appelle un approche sociologique, voilà, ethnologique, voilà, elle est comme ça, elle s'enseigne comme ça, on en attend ça, voilà ce que c'est l'astrologie. Mais d'un point de vue plus philosophique, si on veut dire, là, on se dit, ah oui, mais qu'est-ce que c'est que l'idée d'astrologie? À quoi ça renvoie exactement? Pourquoi elle était faite au départ? Est-ce qu'elle n'a pas dévié de son parcours
Alors on tombe dans la même question tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que l'astrologie elle-même n'a pas été perturbée dans son parcours normal par des facteurs qui l'ont fait errer, voyez-vous? Donc il y a ce problème de la perturbation même du discours astrologique. On parlait de l'astrologie qui doit prendre en considération les perturbations qui peuvent perturber le cycle des choses, mais peut-être que l'astrologie elle-même a été perturbée. Par exemple par les nouvelles planètes. Parce que l'émergence des nouvelles planètes, c'est aussi un élément de perturbation. Bien sûr, surtout vu d'un des derniers articles que l'on trouve un petit peu partout en disant que les signes ne sont plus à leur place tels qu'ils étaient avant. On en parle de ça, on reparle de ça. On reparle de ça, on réintroduit le serpentaire. Ah oui, on a parlé de ça récemment, oui. Mais c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Mais... C'est une très très vieille histoire. Mais je vous reconnais. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi, je suis venu t'emprunter un téléphone en fait. Pardon. Donc. Oui. Donc. Oui, on disait qu'effectivement l'astrologie a pu connaître. Alors on parlait de. Vous êtes en train de nous faire un petit propos sur les serpentaires et sur les. Oui, et sur un certain nombre de questions qu'on se pose sur le statut de l'astrologie, et surtout les astrologues qui s'intéressent à Chiron, qui s'intéressent à Pluton, qui a été modifié, etc. Oui, qui est considéré comme une planète. Voilà, c'est ça. Bref. Donc ça fait bouger l'astrologie, mais ça la perturbe aussi d'une certaine manière. Ça la perturbe aussi, en sachant que vous avez en astrologie aussi bien l'astrologie tropicale que l'astrologie sidérale, que vous avez l'astrologie karmique, que vous avez des systèmes de domification qui sont différents, suivant ces éléments, mis à part l'ascendant qui, a priori, hormis en tropical, ne bouge pas. Si, enfin, il change en tropical et en sidéral. Forcément. Oui, non, mais quel que soit le système de domification, non, parce que c'est les angles, normalement, les angles les angles ne bougent pas, mais autrement, tout le reste peut bouger, vous pouvez vous retrouver... Oui, avec une maison 5 qui n'est pas la même, etc. Exactement. Oui. Donc c'est ça qui peut aussi créer une sorte de trouble, parce qu'on s'attend à, pas à une uniformisation, mais à des règles un petit peu... C'est vrai qu'au niveau provisionnel, ça peut modifier les dates. Si on change le début d'une maison, et si on a un système qui tient compte du changement de maison, exactement. Les dates ne sont pas les mêmes. Et puis évidemment, si on est sidéraliste, on n'aura pas Pluton entrant en Capricorne actuellement, il sera encore en Sagittaire. Exactement. Donc oui. Ça aussi, c'est pas, sans vous parler d'astrologie indienne ou d'astrologie chinoise,